12 août 1942. Base de torpilleurs, port de Tulagi, île Salomon. Le message urgent crépitait à la radio depuis Henderson Field, un escadron de destroyers japonais avançant vers le sud-est à travers la Manche, devrait arriver dans les eaux d'Iron Bottom Sound à 2 heures du matin. Le lieutenant Hugh Robinson, l'un des premiers commandants de bateaux pétés à arriver au Salomon, a analysé le rapport de reconnaissance les doigts serrés. 4 petits navires en bois contre un nombre indéterminé de géants d'acier qui dominaient ces eaux depuis le début de la guerre. Personne n'imaginait que ces vedettes rapides de 23 mètres, fabriquées en contreplaqué, étaient sur le point de lancer une campagne de harcèlement nocturne qui obligerait la marine impériale japonaise à repenser complètement sa logistique au Salomon. Jusque-là, la nuit appartenait aux Japonais. Depuis le débarquement américain à Guadalcanal, ces destroyers avaient traversé le slot, l'étroit couloir entre les îles centrales en mètres absolus, transportant ravitaillement et renforts dans des missions que les Américains surnommaient le Tokyo Express. C'était l'artère vitale qui maintenait les 30 000 soldats japonais sur l'île. Leur supériorité nocturne avait été démontrée de manière dévastatrice à Tsavo, où les croiseurs japonais coulèrent 4 croiseurs alliés en seulement 32 minutes. Leurs torpilles type 93, d'une portée de 18 km, et leurs équipages entraînés depuis des années au combat de nuit, les rendaient presque invincibles dans l'obscurité. Alors que les Américains dominaient le ciel le jour avec leurs avions depuis Henderson Field, la nuit, c'était le territoire japonais. Sans ces courses nocturnes, les troupes de Guadalcanal auraient été vouées à la famine en quelques semaines. Mais les bateaux pétés étaient la réponse américaine, l'ingéniosité industrielle poussée à l'extrême. Le 2e escadron arriva à Tulagi en août 1942 avec les premières unités. Chaque bateau Elco de 23 mètres ne déplaçait que 45 tonnes assez long pour 4 torpilles, mais avec un tirant d'eau de seulement 1,5 mètre, lui permettant d'opérer là où les destroyers n'osaient pas entrer. Le lieutenant Roland Westholm a inspecté l'armement de son navire au crépuscule, 2 tourelles de mitrailleuses de calibre .50, 4 tubes lance-torpilles Mark 8, avec un taux de défaillance de 50% en raison de détonateurs défectueux, et pas de radar, juste des yeux et des oreilles perçants. Mais sa véritable arme était la vitesse, 3 moteurs Packard de 1350 chevaux chacun, capables de propulser le bateau à 76 km/h en eau calme, ou à 65 km/h en combat. Les destroyers japonais atteignaient à peine 65 km/h. Dans ces eaux étroites, la vitesse était synonyme de survie. La construction a remis en question l'ingénierie navale traditionnelle. 2 couches d'acajou formaient une coque flexible qui absorbait les impacts susceptibles de fissurer les plaques d'acier. Alors qu'un destroyer a nécessité 18 mois et 8 millions de dollars pour être construit, un bateau pété a quitté les usines en 2 mois pour 263 000 dollars. Le mécanicien Eldon Janta, un ancien ouvrier de la chaîne de production Packard à Détroit, connaissait chaque bruit de ses moteurs. Ils sont capricieux, a-t-il expliqué aux débutants. Un mauvais mélange de carburant, vous perdez 200 chevaux. Une surchauffe et le moteur tombe en panne. Mais traitez-les correctement, et ils vous donneront de la vitesse lorsque vous en aurez le plus besoin. Janta avait réglé les carburateurs en fonction de l'humidité des Salomons et créé une liste de contrôle avant le combat qui maintenait les bateaux opérationnels au-delà des limites du manuel. De l'autre côté, sur le pont d'un destroyer de classe Fubuki, le commandant Koshi Kaneda conduisait 3 navires à 52 km/h. 20 ans d'expérience lui avaient appris à lire ses eaux, chaque ombre pouvait cacher un ennemi, chaque traînée phosphorescente, une torpille. Cette nuit-là, la mission était de livrer 800 fûts de ravitaillement à la garnison de Cabo Espiron. Les tambours étaient jetés à la mer près de la plage, où les soldats nageaient pour les secourir. Une méthode inefficace, seulement 30% atteignaient la côte, mais plus sûr que d'essayer de débarquer sous le risque de raids aériens à l'aube. Le talon de sa huile du destroyer était de sa taille, 118 mètres de longueur, nécessitant 730 mètres pour faire un virage à vitesse, avec des canons de 127 mm incapables de cibler des cibles de moins de 270 mètres. Contre les petits ennemis agiles, son avantage s'est évaporé. 13 octobre 1942, 23h30. 4 bateaux pétés de Squad 2 ont agi dans l'ombre de Tsavo, des moteurs étouffés, tournant au moins pour réduire le bruit et le sentier lumineux. Pas de radio, seulement des signes manuels et des lumières interprétées couvertes. Le lieutenant Lester Gamble sur PT-48 a mené la patrouille. Les bateaux de vitesse se propagent à des intervalles de 450 mètres, selon la vision humaine adaptée à l'obscurité après les heures sans lumière artificielle. À 23h47, un gardien a repéré des silhouettes à l'horizon, 3 destroyers en formation, 46 km/h et Ranspiron. La doctrine standardisée a dû attaquer différents angles pour diviser le feu ennemi.
Mais avec seulement 4 petits bateaux à vitesse et torpilles de confiance, Gamble a opté pour la concentration des forces. Tous attaqueraient l'arrière des destroyers, tiraient sur 450 mètres et se disperseraient à pleine vitesse. Le PT-48 a avancé avec les moteurs à 1500 TR/min jusqu'à ce qu'il atteigne 900 mètres. Puis Gamble a poussé les prises. Le bateau à vitesse a tiré à 65 km/h, fermant rapidement avec le dernier destructeur de la formation. 450 mètres, 2 torpilles de Mark 8 ont été lancées, réglées pour anticiper le mouvement de la cible de 30 degrés. Les pistes de Bulle ont dénoncé l'attaque. Torpédo! Torpédo! Cria les gardiens japonais. Le gouvernail a été jeté brusquement à gauche. Les 2 torpilles passaient à moins de 18 mètres de la poupe. Des projectiles éclairants ont explosé dans le ciel, révélant les bateaux de vitesse dans la lumière blanche aveuglante. Les canons de 127 mm ont ouvert le feu, élevant des colonnes d'eau autour du PT-48 tandis que Gamble faisait des zigzags à pleine vitesse. Le PT-46 a approché 360 mètres avant de tirer. Une torpille a échoué et a raté la cible. L'autre a frappé la coque, mais les spores défectueux l'ont fait ricocher sans exploser. La torpille a fait irruption dans la coque comme un coup sourd, une défaillance mécanique qui serait répétée avec une fréquence frustrante tout au long de la guerre. Les bateaux PT ont réclamé des impacts possibles, mais les dossiers japonais ont confirmé, tous les destroyers sont revenus intacts à la base. Cependant, les vrais dégâts ont déjà été causés. Les navires ennemis, sous pression par les attaques implacables, ont lancé leurs fournitures à la mer prématurément, des boîtes de munitions, des tambours à carburant et des flux flottants dans lesquels il est insensible aux chaînes. Moins d'un cinquième du chargement est arrivé à la plage. Cette nuit du 13 octobre a révélé une vérité stratégique, les bateaux PT n'ont pas eu à couler des navires pour gagner. C'était suffisant pour se déstabiliser. L'amiral William Halsey n'a pas ignoré la leçon. Jusqu'en novembre 1942, 12 bateaux de vitesse de torpille opéraient à partir de Tulagi, renforcés par des équipages durcis et des tactiques forgées dans le feu du combat. American Intelligence a déchiffré la norme Tokyo Express, les courses toutes les 3 à 5 nuits, la météo permettant 4 à 8 destroyers coupant l'itinéraire prévisible, autour de l'île de Tsavo vers les plages du nord du Guadalcanal. Le lieutenant-commandant Thomas G. Warfield a transformé ses observations en doctrine. Maintenant, les bateaux PT attaqueraient en section de 3, un navire jetterait des torpilles tandis que les autres ont saturé la cible de tir de canon, forçant des manœuvres évasives qui ont saboté les versions d'approvisionnement. Même lorsque les torpilles ont échoué et ont échoué plus de la moitié du temps, l'artillerie légère a gardé les destroyers en zigzag constant, réduisant leur efficacité à des niveaux non durables. La défaite des croiseurs américains dans la bataille de Savo avait laissé un vide tactique. Les bateaux PT ont rempli cette faille avec audace. Bien que leurs armes de 127 mm n'aient pas rivalisé les canons de 127 mm des destroyers japonais, leur présence simple a changé le calcul stratégique. En patrouillant les approches du Cap Espérance, ils se transforment. Ils ont une mission de réapprovisionnement dans un jeu de chat et de rats. Les Japonais ont répondu à la vitesse maximale, des modèles de zigzag intensifs et des décharges d'offres précipitées, moins de 20% du chargement a atteint la destination. Jusqu'à présent, quand 11 destroyers ont avancé à Guadalcanal dans la plus haute opération de ravitaillement, les bateaux PT sont allés les intercepter. 30 torpilles tirées. Aucun impact confirmé. Mais l'effet psychologique était dévastateur. Les rapports japonais ont admis, les bateaux de vitesse de la torpille ennemie rendent les opérations extrêmement dangereuses. Les manœuvres d'évasion constantes sont obligatoires. Le PT-59 a prouvé que l'efficacité ne dépendait pas uniquement des destroyers. En coulant le sous-marin japonais IO-3 Oslo, moins maniable, tout en essayant de livrer des fournitures, a montré que les bonnes cibles transformaient les faiblesses en opportunités. Mais le vrai test viendrait avec l'amiral Rizo Tanaka, le commandant le plus qualifié des destroyers de la marine impériale. Son drapeau voyageait à Teruzuki, un destroyer de classe Akizuki équipé des systèmes de contrôle des incendies les plus avancés et des canons de tir rapide. 10 navires l'ont accompagné, 6 chargés de tambours d'approvisionnement. À 23h15 le 11 décembre, les radars des bateaux PT de Squad 2 ont capturé la formation japonaise près de Cap Espérance. Tanaka avait anticipé l'attaque. Il a positionné Teruzuki à l'arrière tandis que les destroyers d'approvisionnement se dirigeaient vers la côte. Mais les speedboats de jeu n'étaient plus les mêmes que octobre. PT-37, PT-40 et PT-48 ont coordonné l'approche avec une précision chirurgicale, divisé la tension, créé le chaos, exploré les violations. À 23h23,
une ou plusieurs torpilles, les enregistrements diffèrent des 3 navires, ont été libérés à seulement 500 mètres de Teruzuki. Un Mark 8 a frappé les pompiers, faisant exploser contre le compartiment de barre. L'explosion a tordu l'axe de l'hélice, réduisant la vitesse à 12 nœuds. L'huile de réservoir cassée a pris feu, transformant le destroyer en phare de vulnérabilité. Tanaka, blessé dans l'explosion, a été évacué vers Naganami tandis que la confusion paralysait la formation. 30 minutes de sauvetage sous le risque de nouvelles attaques. Les destroyers désespérés ont lancé leurs tambours dans la mer sans discrétion. À 4h40 le 12, la chaleur des flammes a explosé les charges profondes de Teruzuki, quittant sa coque en deux. La fierté de la classe Akizuki a coulé dans 800 pieds d'eau, la plus grande proie confirmée de bateaux pétés pendant la guerre. L'éreintes de Teruzuki a marqué le sommet des opérations antidestructeurs, mais son héritage est allé bien au-delà. Bien qu'aucun autre navire japonais de la même catégorie ait été coulé par les torpilles, l'accumulation de pression, combinée à des attaques aériennes et à des actions de surface, a rendu les missions de nuit non durables. Les rapports japonais ont révélé l'étendue des dégâts, les speedboats de la torpille ennemie, bien que rarement frappés, forcent des manœuvres évasives qui dégradent gravement notre capacité de livraison. Tanaka, de retour à la commande après la récupération, a vu son Tokyo Express être réduit aux opérations sous-marines et à la barge, des méthodes encore moins efficaces. En janvier 1943, les mathématiques de la défaite étaient claires, où les destroyers ont livré 200 tonnes par voyage, les sous-marins ont à peine obtenu 20 ans. Guadalcanal a consommé 400 tonnes par jour. La fin était inévitable. La campagne PT-Boat a prouvé que la guerre navale était entrée dans une nouvelle ère. Il ne suffisait pas d'avoir des canons plus gros ou des sabots plus résistants. La victoire appartenait à ceux qui ont intégré des systèmes, torpedina, avions, croiseurs, dans une symphonie d'interdiction. Les chiffres parlaient pour eux-mêmes, 531 PT-Boat construits, chacun coûtant une trentaine de destructeurs et ne prenant que 2 mois à produire. Même avec 69 perdus, l'équation était implacable. À Melville, Rhode Island, le centre de formation a formé plus d'1 millier d'officiers et de 10 000 carrés en seulement 8 semaines. Jusqu'au milieu de 1943, le RAD n'a prolongé que la plage de détection à 15 miles, tandis que les nouvelles torpilles de Mark XIII ont réduit les échecs chroniques. L'Empire a essayé de contre-attaquer. Les destroyers d'escorte ont balayé les formations, mais qui ont dilué sa force. Hydro-Aviao a lancé Flar pour éclairer les speedboats, mais a également révélé les positions japonaises. La transition vers des bateaux blindés, plus lents mais résistants, était une admission de défaite tactique. Ces cibles sont devenues le principal cours de PT-Boat à partir de 1943, où leur efficacité contre la logistique ennemie a atteint le sommet. Et tandis que la marine impériale a eu des difficultés dans des adaptations de fortune, une génération de bénévoles, âge moyen, 22 ans, beaucoup sans expérience en mer précédente, réécrivaient les règles de la guerre avec l'audace, la vitesse et une simple leçon. Il n'est parfois pas nécessaire de détruire l'ennemi. Vous faire perdre. La plupart n'avaient même pas vu la mer avant de s'entraîner. Ils ont appris la navigation, la mécanique et le combat en semaines de préparation intensive, où l'erreur a coûté des vies et l'expérience a été acquise en feu croisé. Les conditions à bord étaient brutales, sans salle de bain, les seaux servaient de seule option, sans cuisine, froide et dure comme la pierre. Pas de lit superposé, ils dormaient sur le pont lorsque l'épuisement le permettait. Les maladies tropicales ont décimé 80% de l'équipage. Le stress du combat était un couteau permanent, tous exposés, sans abri, chaque mission une roulette russe avec des torpilles et des mitrailleuses. Les victimes ont dépassé 33% tout autre service naval. Et pourtant, la moralité n'a jamais faibli. Ils savaient qu'ils étaient l'élite des volontaires, prenant des risques qui feraient des vétérans les plus endurcis. La cohésion entre eux n'a pas obéi au brevet, il a été forgé en enfer partagé, où la survie dépendait de la confiance aveugle dans l'homme à côté. Aucun exemple résume le mieux cet esprit que le PT-109 du lieutenant John F. Kennedy. Dans la nuit du 2 août 1943, au milieu du chaos d'une action nocturne, le bateau est entré en collision avec le destroyer Amagiri. Ce n'était pas une attaque suicidaire, mais un accident tragique, l'obscurité a avalé les deux jusqu'à ce que l'impact soit inévitable. Ce qui est venu plus tard, cependant, a transcendé les chances. Kennedy, blessé et avec 2 équipages morts, a conduit les survivants dans une odyssée de 5 heures, entraînant un marin gravement brûlé par les eaux infestées de requins sur l'île la plus proche. L'épisode est devenu la légende, mais ce n'était qu'un portrait parmi bon nombre de la résilience qui a défini ces hommes. Les bateaux pétés n'ont pas coulé des flottes entières, juste un destroyer confirmé,
Teruzuki, un sous-marin, le IE-3 et des centaines de barges. Mais sa valeur réelle n'était pas dans les torpilles qui ont frappé, mais dans la paranoïa, ils ont semé. Les analyses d'après-guerre ont révélé le vrai coup, forcer le Japon à gaspiller des ressources sur des schémas logistiques de plus en plus inefficaces. Des destroyers aux sous-marins, aux barges fragiles, chaque adaptation était une admission de défaite. Ils n'avaient pas besoin de surmonter toutes les confrontations, il suffit de perdre du temps, du carburant et du sommeil ennemi. Les eaux de Guadalcanal ont prouvé que 23 mètres de contreplaqué pouvaient réécrire les règles du pouvoir naval. Seuls, les bateaux pétés ne briseraient pas le Tokyo Express, mais intégrés aux sous-marins, aux avions et aux forces de surface, sont devenus des pièces d'un puzzle mortel. La marine impériale est entrée dans la guerre convaincue de sa supériorité nocturne. Il n'a pas prédit que les Américains joueraient avec un deck différent, les systèmes interconnectés, où l'un était compensé par la force d'un autre. Le commandant Tamishihara, qui a survécu à plusieurs rencontres avec des moustiques, a résumé la leçon amère, ils nous ont rarement frappés, mais ne nous ont jamais laissé nous reposer. Le solde final était implacable. Un destructeur sous la mer, Teruzuki, trouvé en 2024 à 240 mètres de profondeur, une tombe en acier qui atteste l'impact des hommes sur les bateaux en bois. Des centaines de missions d'approvisionnement sabotées. Des milliers des tonnes de fournitures jetées dans la mer dans une panique. L'effet cumulatif a été l'un des piliers de la défaite japonaise à Guadalcanal. Dans Iron Bottom Sound, où tant de navires reposent comme des os d'une bataille épique, Teruzuki est le seul grand navire de bataille prouvé par PT Boat. Un monument silencieux à l'audace de ceux qui ont prouvé que même avec des ressources limitées, la bonne stratégie peut inclure l'équilibre de l'histoire. Ils n'ont pas inventé la guerre asymétrique, mais l'ont perfectionnée. Les bateaux d'attaque rapide modernes, avec des missiles guidés et des systèmes électroniques, sont des héritiers simples de ces moustiques de bateaux qui, avec un peu plus que de la vitesse et de l'audace, montrera que l'avenir appartient à ceux qui intègrent la force, adaptent les tactiques et comprennent que, dans les échecs navals, même le pion peut vérifier le compagnon lorsqu'il est jeté au bon moment.